On voit des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien, qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons gâché. Une jardinerie de 8000 m², un décathlon de 6000 m², un magasin de distribution du circuit Coroterra à l'emplacement duquel on se trouve actuellement. Et donc il va occuper tout cet espace de 23 hectares jusqu'aux masses des fontanelles que l'on voit là-bas. En ce moment, il y a des champs à cet endroit-là, sauf que ces champs, ils sont voués de toute façon à être construits. Il y a plusieurs projets, on a vu passer plusieurs projets ces dernières années, donc avoir des jeunes qui font du sport et de l'activité économique à la place des choses qu'on a pu voir, c'est plutôt une bonne chose. Nous rendrons accessibles nos produits partout dans le monde pour que le plaisir et les bienfaits du sport profitent à tous. Le projet Oxylane, c'est pour notre commune, là, du côté Saint-Clément-de-Rivière, l'opportunité de voir s'installer sur le ressort de la commune, en immédiate limite territoriale avec la métropole montpelliéraine, une zone d'activité commerciale et professionnelle qui, sur des terrains privés dévolus à la construction, nous permettent, dans l'avenir immédiat, d'urbaniser, si vous voulez, des zones qui étaient jusqu'à présent agricoles. La grande distribution, depuis les années 70 et le premier choc pétrolier, se met en avant toujours des arguments pour bien se placer, bien se faire voir des politiques. Ça a d'abord été la lutte contre l'inflation, ça a été ensuite la lutte pour l'emploi, et maintenant c'est même le développement durable. Il faut bien voir qu'en termes d'emploi dans un marché qui est déjà saturé, créer des emplois d'un côté, c'est en détruire de l'autre. À l'heure où l'État se désengage massivement vis-à-vis des collectivités territoriales, notamment des communautés de communes et des communes, à travers la dotation de fonctionnement, de créer sur notre territoire une dynamique à la fois professionnelle, commerciale, de l'emploi, ce qui n'est pas négligeable dans notre métropole montpelliéraine. Vous savez très bien que la région, le département de l'Hérault et la ville de Montpellier connaissent quand même des taux de chômage qui sont importants, et du mal à donner de l'emploi à tous ceux qui en demandent. Et évidemment un apport fiscal. Le paradoxe et l'illusion de la création d'emplois tient au fait que politiquement, il était beaucoup plus facile de dire « je crée 300 emplois à un endroit », ça les élus peuvent le constater et en parler, alors que de l'autre côté, les 300 emplois qui disparaissent dans 150 entreprises à 2 emplois par entreprise, ça passe inaperçu. J'ai un super boucher à côté de moi, un super primeur, un petit casino, de bonnes boulangeries, un service de proximité, cordonnerie, pressing, etc. Et si ces commerces demain disparaissent par un manque d'activité, parce qu'Otera va effectivement prendre une partie de leur activité, de leur chiffre d'affaires, et ben, l'opticienne que je suis, au cas où il n'y ait pas d'opticien sur Oxylane, ne pourra pas rester et périclitera mon activité également. La typologie, si vous voulez, du commerce, dont certains disent qu'il aurait mieux valu des petites entreprises, des PME qui créeraient du local, de l'artisanat d'art, pourquoi pas, et on a parlé de jardins partagés, biologiques, bon, tout ça, si vous voulez, ce sont des arguments fallacieux qui viennent d'hommes et de femmes qui n'ont jamais eu à se préoccuper de ce qu'était la notion de commerce, ni la notion de rentabilité. Pour moi, il faudrait qu'ils s'occupent du centre du village, de ce centre commercial qui est le centre commercial du Bouilidou, qui est plein de petits commerces de proximité. Il faudrait qu'ils s'en occupent, qu'ils fassent de la pub, qu'ils fassent des indications, qu'ils l'entretiennent, qu'ils fassent en sorte de faire vivre ce cœur de village, de faire vivre ce petit centre commercial. On est encore dans un système d'offres commerciales
qui obéit à une logique qui est née au milieu des années 60 et qui perdure jusqu'à ces dernières années, mais elle est totalement en crise. C'est-à-dire on fait des zones d'habitat dans un coin, on fait des zones commerciales gigantesques dans un autre, et on a des transhumances hebdomadaires de l'un à l'autre, quotidiennes de l'un à l'autre, pour pouvoir essayer de se ravitailler. Ce modèle est mort, est en train de mourir. Moi je vois que je me suis acheté des Decathlon, je suis obligé d'aller à Saint-Jean-de-Védas ou à Odysseum. Il ne faut pas être critique, hein. Je pense que l'ouverture de magasins, ça peut être valable, au détriment des petits commerces. Mais enfin là où il est prévu par rapport, j'habite à Gravel, hein, donc je connais bien le secteur où il va être implanté. Moi, je ne suis pas contre, hein, de toute façon. C'est un projet qui n'a pas grand intérêt sur l'ensemble du bassin de vie, puisqu'il y a aujourd'hui un décathlon très important sur Odysseum et que le commerce de sport, à part quelques fanatiques, ne concerne pas les gens dans une fréquentation hebdomadaire. Et donc, évidemment, les consommateurs sont toujours heureux d'avoir tous les commerces autour d'eux, les petits, les grands, et donc ils vont, a priori, dire c'est très bien. Sauf que ça n'est pas une utilité, ça n'est pas un besoin, et par contre ça a beaucoup d'effets induits négatifs comme la consommation d'espace, des concurrences inutiles entre les commerces et donc leur appauvrissement. Doria est responsable de rayon chez Decathlon. Comme elle, nous sommes tous des passionnés de sport. Nous sommes aujourd'hui dans une situation du marché qui est saturée. Il est saturé en termes d'équipement commercial sur le bassin de vie montpelliérain et en plus on est dans une situation économique où la consommation a tendance à stagner. Decathlon est une enseigne qui est déjà dans une situation de forte dominante, on pourrait presque parler de monopole sur Montpellier, puisque les différents chiffres qu'on a en interne, qu'on a également à l'ACC, à la Chambre de commerce, nous donnent pour Decathlon sur Montpellier 55% de part de marché, ce qui est déjà assez considérable, puisque leur principal magasin, celui d'Odysseum, est le deuxième magasin Decathlon en France, c'est le deuxième magasin de sport en France d'ailleurs, sur 9000 mètres, avec un chiffre d'affaires assez considérable, plus le magasin de Pérol et le magasin de Saint-Jean-de-Védas. Une jardinerie sur ce secteur-là, c'est pour moi à peu près 20% de chiffre d'affaires en moins. 20% de chiffre d'affaires en moins, c'est entre 12 et 15 personnes que je ne peux pas garder. Je serai obligée d'adapter ma masse salariale à mon chiffre d'affaires. On veut qu'actuellement nos enseignes marchent, enfin soient au moins des centres de profit qui permettent de payer nos salariés et de vivre. Je pense qu'à un moment, il faut arrêter de courir sur le plus. On est un petit centre commercial que la mairie nous a toujours dit pas de problème, on vous soutient et tout, mais on nous a toujours caché, ils nous soutiennent rien du tout. Au contraire, ils veulent nous enfoncer. Moi, je vous le dis de suite, la mairie nous a trahis. Voilà. Moi, je le dis, M. Spézer, il n'est pas honte. Voilà. Donc, on va souffrir, on va se battre, on ne va pas fermer, mais on va vraiment souffrir et on va galérer. Alors, le projet de Decathlon sur Oxylane est aberrant dans la mesure où il y a moins de 10 ans, il a créé un magasin de 7500 m² sur Odysseum qui devait desservir l'ensemble du bassin de vie montpelliérain et même, si on écoutait les promoteurs du projet, aller jusqu'à Nîmes, jusqu'à Béziers. Moi, je suis là en fait pour reconquérir de l'espace naturel sur cet espace grignoté sans arrêt par les villes, les supermarchés, etc. Je suis là pour sauver les terres cultivables, nos paysages, notre qualité de vie et pour arrêter la commercialisation et les friches. Maintenant, on a même des friches commerciales et on continue à construire. Et moi, je pense que c'est absurde. Ces zones sont depuis de très nombreuses années des zones vertes et les Saint-Clémentois et les communes avoisinantes qui passent par cette zone se sont appropriés ce paysage. C'est normal, moi le premier, je veux dire, tous les jours je passe par là, j'ai un paysage vert. Demain il n'en sera plus complètement.
Personne n'aurait pu construire quoi que ce soit si ça avait été classé en non constructible. Donc la volonté, elle est de ne pas préserver cet espace-là. La France a développé ce modèle de croissance de la grande distribution. Elle en est la championne dans le monde et en Europe. Et elle est aujourd'hui dans un emballement. Ce système est dans un emballement parce qu'on a des créations de surfaces commerciales qui sont totalement inutiles et qui vont amener à des friches commerciales. On a vu au fil du temps toutes les activités sortir des centres urbains. Alors la situation que l'on vit aujourd'hui sur le bassin de vie de Montpellier, c'est qu'on a une croissance démographique qui est autour de 1,3% par an. Et en face, c'est 18% de croissance des surfaces de plus de 300 mètres carrés du commerce de sport sur ce même bassin de vie. C'est un projet inutile parce qu'il existe déjà ce genre de centre à proximité, quoi, et que la capacité d'achat des personnes n'est pas extensible. C'est pas obligatoirement anti-décathlon, mais c'est que des terres agricoles, on en manque et c'est absolument inconcevable qu'on soit prêt à bétonner 25 hectares comme ça sans souci. Je ne suis pas contre Décathlon. Moi, des polaires quechua, j'en porte. Hein. Je veux dire, j'ai 2 vélos qui viennent de chez Décathlon. Voilà, je ne suis pas contre Décathlon. Vous m'avez bien compris. Donc, moi, le progrès, oui, j'entends bien. Le tout, c'est de savoir si là, c'est pas une implantation de trop. Ça n'a rien à voir avec le progrès. Mais des fois, on se dit que c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer, quoi. On s'attaque quand même à une forte partie, il y a des intérêts commerciaux, il y a des propriétaires aussi qui sont concernés qui veulent vendre, donc c'est sûr qu'on s'attaque à beaucoup de monde. Hein. Et puis on s'attaque aussi à l'idée reçue que les centres commerciaux c'est moderne, hein. C'est le progrès. Parce qu'il y a de mauvaises raisons qui sont invoquées contre, hein, notamment la préservation de la nature. Il y a des tournesols et alors des tournesols. On va voir le décathlon qui va être construit ici. Et en partie aussi sur le triangle forestier qui est à gauche, là, qui va être rasé. Donc là, on va avoir un gros bâtiment. Et puis des parkings. Alors du coup, là, on met des enregistreurs à l'entrée des grottes pour savoir si ce sont des gîtes de reproduction, notamment du grand rhinolophe. On voudrait vérifier. En tout cas, là, on a alerté sur la présence d'espèces protégées. On a fait un dossier de contre-expertise. On l'a envoyé à tout le monde et pour l'instant c'est très difficile d'avoir des réponses. On aimerait bien qu'il y ait des agents assermentés qui viennent constater la présence d'espèces protégées, qui viennent faire leur travail, quoi. C'est-à-dire faire des constats, faire des procès-verbaux, demander à Décathlon de faire des compléments d'études, demander à Décathlon de faire un dossier de dérogation pour la destruction d'espèces protégées, enfin de respecter la loi en fait. Nous on demande juste que Décathlon respecte la loi. Toutes ces espèces-là, le grand-duc, l'engoulevent d'Europe, le rôlier, les chiroptères, l'azygène cendré, les reptiles, les amphibiens, enfin c'est très inquiétant. Le maire de Montferrier a commandité une étude à un bureau spécialisé dans les questions hydrauliques qui a fait un rapport là, courant mars en lien avec l'enquête publique loi sur l'eau. Et les conclusions de ce rapport montrent de nombreuses réserves par rapport aux aménagements prévus par Décathlon. Donc, ils mettent en évidence une insuffisance des infrastructures, des risques d'inondation augmentés, une insuffisance des ressources en eau. Voilà, tous ces éléments qui ont amené le conseil municipal à voter à l'unanimité contre le projet dans le cadre de la loi sur l'eau. Il va de soi que toutes les zones qui sont soit inondables, soit à risque naturel important, la seule activité qu'il puisse y avoir dessus, c'est de l'agriculture. Il est impensable de mettre des maisons en zone inondable. Il est impensable de mettre des centres commerciaux dans des zones à très fort risque d'incendie, par exemple. La seule activité qu'il puisse y avoir, sans danger, et au contraire, pour lutter contre les risques naturels, c'est l'agriculture. On peut dire que c'est l'eau qui domine tout.
En bas, nous avons des sols extrêmement profonds qui sont liés justement à l'alluvionnement lié aux petits cours d'eau. Vous voyez, encore une tranchée de protection qui double le petit ruisseau. Donc il y a des aménagements. Donc c'est dire que il y a effectivement toute une circulation hydrique épidermique qui est importante en période hivernale. Ce fossé en est un, et on en a vu 2 ou 3 de l'autre côté. Puisque de surface imperméabilisée, ça veut dire que toute cette eau, il faut qu'en l'espace de quelques heures, elle soit évacuée. Sinon les parkings seront des marécages. Et pourquoi on est opposé à cette destruction de sol agricole? Pour une raison très simple. Sur l'Hérault, pour nourrir complètement l'Hérault, il faudrait qu'on cultive à peu près 465 000 hectares. Dans l'Hérault, on cultive actuellement 182 000 hectares. Sur ces 192 000 hectares, on a à peu près 65% de vignes. Donc, quand on regarde les chiffres, on est loin de l'autonomie alimentaire. Qui sème le béton, demain aura la dalle. Qui sème le béton, demain aura la dalle. Qui sème le béton, demain aura la dalle. Entre guillemets, on n'improvise pas l'agriculture. C'est pas parce qu'on a un terrain agricole qu'on peut y faire des choses dessus, si vous voulez. La communauté de communes du Grand P, qui commence à Saint-Clément-de-Rivière, a une vocation rurale, une vocation agricole, une vocation viticole. Mais pour que ces projets, pour que ces hommes et ces femmes qui travaillent tous les jours sur le terrain aient le produit, une rentabilité de leur travail, si vous voulez, il faut qu'ils soient structurés d'une certaine façon. Et pour qu'ils soient structurés d'une certaine façon, il faut reconnaître à un territoire les zones sur lesquelles il y a une possibilité de développement agricole et les zones sur lesquelles il n'y en a pas. Je veux dire, si c'est pas oxylane, le propriétaire le vendra pour faire des immeubles. Ça n'a pas une orientation de terre agricole. Je regrette. Il y a de jeunes agriculteurs qui sont en demande de terre actuellement, vous savez. Ça m'étonnerait. Et si. Vous savez, l'agriculture, c'est plus que c'était il y a quelques années. Actuellement, c'est en train de rebondir parce qu'on a besoin de se nourrir, tout simplement. Ouais, je comprends bien. Enfin, voilà. Je ne suis pas contre. Moi, je ne suis pas contre. Parce que au lieu d'avoir terre agricole, vous aurez des... Et non. Mais si. On occupe des terres agricoles alors que nous avions le projet au niveau de Montpellier de créer une ceinture verte agricole. Et si on veut que cela ne soit pas simplement de la communication mais de la réalité, il faut que les collectivités se saisissent de ces terres agricoles pour y installer des agriculteurs, pour qu'on introduise ainsi une relation de type circuit court entre la grande ville et ceux qui les nourrissent. Et ici, si on bétonne, ici, et que de l'autre côté de Montpellier, on continue à bétonner jusqu'à la mer, on a une barrière de béton qui part de la mer, qui va quasiment jusqu'aux portes du Pic Saint-Loup, jusqu'à Saint-Gély. Donc là, on a coupé complètement des corridors écologiques. On n'a plus de passage pour les animaux, on n'a plus rien. Et en plus, on a détruit 23 hectares de terre agricole, il y a beaucoup d'endroits où on aimerait avoir de la terre comme ça. On peut nourrir, 70-80 familles ici, sur ce terrain. Et on peut jumeler ici, on a un peu d'eau, on peut jumeler, on peut mettre un peu d'arboriculture, on peut mettre un peu sur la colline, là, sur les lisières, on peut mettre un peu d'herbe médicinale, on peut mettre beaucoup de choses et on peut créer vraiment une activité économique. Nous quittons la partie très profonde qui est liée, qui est un axe qui suit évidemment le ruisseau. On s'approche doucement vers la gare et on voit que quand même la couverture céréalière est à peu près homogène. Elle diminue un tout petit peu, mais on voit que malgré tout, il y a une profondeur de sol suffisante pour en faire un bon sol agricole. On estime que la superficie agricole d'un département français de taille moyenne disparaît tous les 7 ans. Quand je dis qu'on a consommé 20 000 hectares de terres agricoles en 10 ans en Languedoc-Roussillon, c'est une des consommations les plus élevées de France. La consommation de terres agricoles se fait sur les meilleurs espaces pour l'agriculture. Et ça, c'est un problème majeur. On évoquait 20 000 hectares disparus en 10 ans en Languedoc-Roussillon. Ces 20 000 hectares, ils ont été pris sur les meilleures terres agricoles.
C'est un phénomène qui est très simple à expliquer. Les villes en Languedoc-Roussillon sont dans les plaines, et là où c'est plat pour pouvoir construire. Il se trouve que les meilleures terres agricoles sont aussi dans les plaines, et que le développement urbain se fait donc sur les meilleures terres agricoles. Et paradoxe, quelquefois sur des terres qui ont été équipées avec des financements publics. Eh bien, pour freiner la consommation des terres agricoles, si on met une taxe sur le différentiel entre la valeur de la terre agricole et de la terre urbanisée, si vous mettez une taxe là-dessus, ça freinera la spéculation et ça freinera la consommation des terres agricoles, il y aura moins de vendeurs. On entend de grands discours, hein. Actuellement il faut relocaliser notre alimentation, c'est aussi le discours du ministère de l'Agriculture, auquel moi j'adhère complètement. Effectivement, il faut produire local, il faut améliorer nos méthodes de production et relocaliser notre alimentation. Il y a beaucoup de campagnes en faveur du retour du goût, de sensibiliser les enfants à mieux manger, une demande de la population de manger des produits localement. Donc ces discours-là, il faut aussi le mettre en cohérence avec les faits, quoi. À côté de ça, on ne peut pas continuer à urbaniser, à construire en périphérie des grandes villes, sur les terres les plus fertiles, là où justement on aurait besoin d'installer des agriculteurs pour nourrir la population. Pour moi, c'est un non-sens. On est en train de se tirer une balle dans le pied. On est en train de nous dire on va vers une crise alimentaire, mais à côté de ça, on bétonne les terres qui nous permettent de produire. Il y a quand même un problème. Quand je vois des gens mettre des milliards pour découvrir la vie sur une autre planète, je me dis, bah oui, ok, mais déjà, intéressons-nous à la vie qui nous entoure et protégeons-la, quoi. Si on avait voulu quantitativement dénommer notre planète par rapport à ce qu'il y a dessus, on l'aurait appelé océan, quoi. En fait, on se rend bien compte que la Terre, c'est une toute petite partie de la planète, et la partie la plus productive, c'est quelques centimètres de cette croûte. Et on l'a appelée Terre parce que voilà, c'est ça la vie, quoi. C'est ces 5, 10, 15, 20 centimètres de vie sur la planète, et qui nous permet, nous, êtres humains, de vivre.